dure à peu près un siècle et demi, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle pour le départ de notre circuit, à la fin du 20e siècle, 1990 pour être exact. Les températures étaient tout à fait acceptables, 15, 20, 25 degrés. Et puis il y avait des ondes. Allez, on y va. On y va, on y va. T'as peur, hein? Alors, nous on va faire la même chose, on va prendre la cage d'ascenseur. Allez, allez. Voilà, parfait. Vous êtes avec nous? Non. Non. Bon, bah, allez, hop, je vais faire. Le métal apparaîtra plus tard, on verra, mais le bois sera toujours là. Je reviens sur les dimensions, c'est certes plus petit, mais ça n'empêche pas les gens de travailler ici. Déjà, il faut la place suffisante pour faire rouler ces chariots, ces berlines. Et puis, il faut la place pour ceux qui les poussent. Alors, ceux qui les poussent, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ce sont les galibots, c'est-à-dire les apprentis. Ce sont des jeunes garçons. Il y a quasiment plus de filles qui travaillent déjà à cette époque-là, au fond. Peu. Ce sont des garçons. Alors, les plus jeunes ont 10-11 ans à cette époque-là. Ça dépend des compagnies, en fait. En fait, c'est elles qui décident. Les plus âgés, 14-15 ans. Vous voyez ? Elles montent, elles bougent. En fait, elles montent pour aller chercher de l'oxygène. Vous voyez ? Et elles ne rencontrent que du méthane. Si le mineur a vu à temps, ça va. Sinon, c'est l'explosion. C'est beaucoup de morts, on verra tout à l'heure. Donc il fallait faire attention. Très longtemps, depuis tout le temps je dirais. Mais dehors, à l'extérieur, en surface. L'utiliser sous terre, c'est un peu plus compliqué. Et nous, dans notre bassin minier, on va l'utiliser à partir de 1847. Pourquoi faire? Pour tirer les chariots, bien sûr. Alors on ne va pas prendre n'importe quoi comme chevaux. Il y a des races bien spécifiques. Voyez? Ok, c'est comment? Alors non, justement, c'est pas comme ça. Parce qu'ils étaient devant la paroi. Hein. Imaginez là, hein, ici. Hein. Donc en fait, c'est comme ça. Enfin, ils attaquaient par le haut, ça, voilà, on abattait de haut en bas. Comme ça, hop, on descend. Voilà. Mais avec les... Oui, voilà. Alors je pense qu'au bout de 8 heures... en pente, c'est toujours le bois. Ça, c'est lourd. Ça fait plusieurs dizaines de kilos. Mais c'est beaucoup plus solide. C'est beaucoup plus cher aussi. Et vous avez une nouvelle machine. Bon, vous avez deviné à quoi elle servait. Déjà. Elle va faire quoi? Ben oui, exactement. C'est la même chose que l'autre. Ça ne remplace pas l'autre, ça vient en plus. C'est plus rapide. Mais c'est plus bruyant aussi. Et c'est toujours pendant 8 heures par jour. Ah oui. Je pense qu'ils appréciaient bien les silences. Hein, Ah oui, oui, je pense aussi. J'ai dit pour les moments de repos. Hein. Oui, bien sûr. Vous les voyez? Alors vous voyez une partie seulement. Verticalement là, vous voyez? Ces tubes métalliques. Ce sont des vérins. Donc, c'est eux qui abaissent la plaque qui est au-dessus de votre tête. C'est eux qui la remontent aussi. Et c'est surtout, il y a des catastrophes, il y en a eu beaucoup. Mais il y en a deux surtout, au XXe siècle, qui ont compté vraiment dans l'histoire des mines. C'est celle du mois de mars 1906, ce qu'on a appelé, nous, la catastrophe des mines de Courrières. C'est une petite ville à 40 km d'ici. Et ensuite, la catastrophe des mines de Lens à Liévin. Même chose, c'est à une quarantaine de kilomètres. Que c'est interdit en France. C'est beaucoup trop dangereux. Vous avez vu ce qu'on appelle une reconstitution.
Donc vous avez vu des vraies machines, des vrais outils. Mais en rez-de-chaussée. Voilà. Mais en rez-de-chaussée. Grand rez-de-chaussée. Non, et puis ça c'est international. Mais surtout ici, on traque. Voilà. On lève le verre et on boit à la santé de chacun. Donc je ne bois que de l'eau. Aussi aux heures, allez, santé, bonheur. Non, on dit aussi santé, bonheur, jamais malade. À votre santé. Salut, ouais. Salut, Ronda. Les villes, et puis on ne pensait pas qu'il y avait des troupes à cet endroit. Ils sont sortis, alors pour gagner un petit peu de terrain. Mon nom c'est Holly Lucet, puis moi je serai votre guide aujourd'hui. Alors, je suis une étudiante canadienne. Le français, c'est pas ma première langue. J'ai appris le français à l'école quand j'avais environ 4 à 5 ans. Alors, je suis une des 20 guides qui travaillent ici, non seulement à Vimy, mais aussi à une de nos sites à Beaumont-Hamel. Je suis employée par le gouvernement fédéral du Canada, spécifiquement avec Anciens Combattants Canada. Je travaille ici pour l'été, alors j'ai commencé mon emploi ici pendant le mois de mai et je suis ici jusqu'au fin du mois d'août. Maintenant, la question qu'on reçoit beaucoup pardon, j'ai une stutter là. Est-ce que tous les guides prennent leurs études dans le domaine d'histoire, qui ont été utilisés ici pendant l'assaut? Maintenant, encore, à cause du fait que les Canadiens n'étaient pas les premiers soldats ici, cette tranchée-là s'était creusée par des forces françaises. Maintenant, essentiellement, comment le système de tranchées fonctionnait pendant la Première Guerre mondiale était qu'on commençait avec cette tranchée-là. Alors, une ligne de front, ça c'était où les soldats quittaient pour commencer la bataille. Oui, parfait. Alors, si tout le monde peut encore me séparer sur les deux côtés, juste pour que même les personnes au fond là peuvent m'entendre. Parfait. Alors maintenant, nous nous trouvons dans le tunnel ou le système souterrain de la Première Guerre mondiale. Maintenant, quelque chose à mentionner, il y a subi quelques modifications depuis l'époque de la Première Guerre mondiale dans ce tunnel. Alors, la première chose à voir, c'est un grand morceau de béton ici que vous pouvez voir sur le mur, n'était pas ici. Section du tunnel ici. Évidemment, on ne peut pas marcher dans ce tunnel-là. C'est fermé pour des raisons de préservation. Mais une chose que je vois, cette tranchée ici était utilisée pour pendant la guerre. Oui, exactement, alors surveiller et faire des observations. Vous pouvez voir des petites postes qui montent sur cette côte-là. Ça, c'était où les soldats faisaient leurs observations avec des lentilles. Cet espace qui sépare les deux tranchées. Alors, la tranchée d'observation canadien et sur l'autre côté où ces gens sont debout là, ça c'est où se trouve le tranchée d'observation des forces allemandes. Maintenant, faisant encore le retour à l'assaut sur la crête de Vimy, est-ce que quelqu'un se souvient du première journée de cette bataille-là, la journée que c'est commencé? Oui, le 9 avril 1917, exactement. Par la fin de cette première journée-là, la première, deuxième et troisième, tous ces trois divisions canadiennes ont eu du succès à prendre leurs objectifs. Par la prochaine journée, le 10 avril, la 4e division canadienne avait du succès à prendre le code 145. Encore où notre monument se trouve aujourd'hui, que les Canadiens ont tellement aidé la France et d'autres pays,
toute cette région ici, c'était donné comme cadeau au gouvernement du Canada. Alors ça c'est la raison pour que moi je peux travailler ici comme une guide de le Canada qui gère toute cette région ici de Vimy. Merci. J'apprécie ça beaucoup. Bonne journée. 25 pays en même temps. Oui. Wow, j'ai quand même réalisé ça. Merci tout le monde. C'est un groupe formidable. On a 3 ans de faire.